Mes parents avaient un secret, qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de me révéler. Ils parlaient français derrière mon dos, pensant que je ne pouvais pas comprendre. Mais je comprenais. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai agi. 6 heures plus tard, ils m'appelaient sans arrêt, en hurlant. Si vous avez déjà eu l'impression d'être la chaise en trop, à la table de votre propre famille, vous comprendrez. Cela ne vous frappe pas d'un coup. Cela s'insinue lentement, comme la poussière dans un coin. On finit par s'habituer à ce qu'on nous coupe la parole, au regard que l'on reçoit quand on porte quelque chose qui ne va pas tout à fait, ou au compliment que l'on distribue à quelqu'un d'autre. On s'habitue à être l'accessoire silencieux, dans le portrait parfait de quelqu'un d'autre. Une ombre pratique, un bon endroit pour cacher des secrets. Je m'appelle Jade, j'ai 19 ans, et ce soir, c'était l'anniversaire de ma mère, Claire. Elle a 68 ans, et elle organise toujours des fêtes, comme si elle passait une audition pour un magazine de décoration. Champagne millésimé, menu italien choisi avec soin, et un quatuor à cordes, caché quelque part derrière les palmiers en pot. Tout était impeccable, comme ça l'est toujours, dans leur manoir à plusieurs millions de dollars. Même l'air sentait le luxe, comme quelque chose que je n'avais probablement pas les moyens de respirer. Je suis arrivé à l'heure. Bien sûr, personne ne m'attendait. Les invitations étaient pour les invités. Moi, je ne suis que la fille cadette, le plus regrettable, dans leur image de marque familiale par ailleurs symétrique. Je portais une robe verte. Simple, élégante, pas pour impressionner qui que ce soit. Je voulais juste me sentir bien, jolie, même. C'est vraiment ce que tu as décidé de porter? Ce fut la première chose que Claire a dite. Pas de « bonjour », pas de « tu es ravissante ». Juste un regard de haut en bas. Camille, ma sœur aînée, de 3 ans mon aînée, et infiniment plus, l'enfant prodige, a ricané, juste assez fort pour que je l'entende. Classique. J'ai souri, et je n'ai rien dit. Le silence a toujours été mon outil le plus aiguisé. Et au fond de moi, je savais qu'il finirait par dire quelque chose, même s'il ne le voulait pas. Camille, bien sûr, était en Dior. Je n'ai aucune idée du prix de ses bijoux, et je m'en fiche. Tu es éblouissante, comme toujours, a dit quelqu'un à table, en s'adressant à elle. Ma mère a rayonné, comme si ce compliment lui était destiné. J'ai tendu son cadeau à Claire. Une petite boîte. À l'intérieur, une broche des années 1950, une pièce vintage rare, celle qu'elle avait mentionné avoir perdue un jour, en passant. J'avais passé des semaines à la chercher. Elle a pris la boîte sans me regarder. « Oh, merci, ma chérie », a-t-elle dit, avant de la passer directement à Camille. Camille a hoché la tête, avec ce petit sourire faux qu'elle réserve aux moments comme celui-ci. Elle n'a même pas pris la peine de l'ouvrir. Ensuite, quelqu'un d'important s'est approché. Une des personnes que Claire considère réellement comme « de la famille », et j'ai disparu à nouveau. Je me suis retrouvé près de la fenêtre latérale, la même où je me cachais quand j'étais enfant. Les tapis avaient changé, le papier peint était plus luxueux, mais le rôle restait le même, la fille qui se tient dans la pièce, sans jamais vraiment en faire partie. Quand la tarte aux poires est arrivée, je les ai entendus, près de la cheminée. Ma mère, mon père, et Camille. Camille avait ce petit air méprisant, qu'elle prend lorsqu'elle pense être spirituelle. Il parlait doucement, mais pas assez. En français, comme toujours, pensant que je ne comprenais pas. Mais je comprenais. Je comprends depuis un bon moment, maintenant. Claire a jeté un regard dans ma direction, et elle a dit, elle a l'air ridicule, dans cette petite robe bon marché. Je suis tellement fatigué d'elle. Heureusement, grâce à son argent, elle part demain. Ils ne m'ont pas frappé. Mais c'est exactement ce que l'on ressent, après un coup bien visé. Je suis resté là, ma coupe de champagne à la main, sentant le poids de 19 ans de vide dans ma poitrine. À quoi m'attendais-je? Pourquoi étais-je seulement là? Je n'avais pas prévu d'agir ce soir-là, vraiment. J'avais apporté les documents pour discuter calmement, après la fête. Pas de drame, pas de scène. Je pensais encore, peut-être, que nous pourrions parler comme une famille, parce qu'il m'avait élevé. Même si c'était sans chaleur, je croyais encore que la famille était sacrée. Même si je m'étais toujours senti seul, dans la mienne. Mais à ce moment-là, en les entendant parler si nonchalamment, avec une cruauté si naturelle,
j'ai réalisé que je n'avais jamais été leur fille. J'étais un projet, une opportunité financière, un fardeau temporaire qu'ils étaient payés pour porter. Ils avaient fait semblant, pendant toutes ces années, pour l'argent. Je m'en doutais depuis un certain temps, mais maintenant, je le savais. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu de faire devant tout le monde. J'ai sorti le dossier noir, avec les documents à l'intérieur, tout était prêt. J'ai traversé la pièce, non pas vers le coin tranquille où j'avais été installé, mais droit vers leur centre étincelant, vers son trône. J'ai posé le dossier sur la table, d'un geste net, délibéré. Claire s'est arrêtée au milieu de sa phrase, a jeté un coup d'œil au dossier, puis m'a regardé. Son visage a changé. Elle s'est figée, comme si je venais d'entrer avec une grenade à la main. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé mon père. Sa voix avait toujours ce ton de présentateur météo, sans émotion. « C'est pour vous », ai-je dit. Et je l'ai regardé dans les yeux. Puis elle, puis Camille. Je me suis retourné, et j'ai traversé toute la salle pour sortir. Sans me précipiter, sans courir, calme, fier. Derrière moi, le silence, puis des chuchotements, puis des bruits de pas, quelqu'un appelant mon nom, mais j'étais déjà dans l'escalier. Je ne me souciais pas de voir leur visage, au moment où ils ouvriraient ce dossier. Je ne me souciais pas de regarder leurs mains trembler, alors qu'ils essayaient de garder les apparences, devant leurs amis parfaits. Je n'avais pas besoin d'être là. Leur jeu était terminé. Quand je suis sorti, l'air me semblait différent. Je me tenais sur les marches de leur maison parfaite, dans une robe qu'ils détestaient, et j'ai senti quelque chose glisser enfin de mes épaules. Quelque chose de lourd, quelque chose d'ancien. Je ne savais pas exactement où j'allais, mais je savais ceci, j'en avais fini d'être un meuble. Ils avaient eu 19 ans de ma vie. Maintenant, c'était mon tour. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là, à l'hôtel. Pas à cause du drame. Pas à cause du dossier que j'avais lâché comme une bombe sur la table à manger. Je n'arrêtais pas de penser à la tarte aux poires. Elle avait exactement le même goût que lorsque j'étais petite, sucrée, douce, et jamais destinée pour moi. Puis les souvenirs ont commencé à affluer. Mon enfance. Ou ce que j'appelle maintenant, la leçon magistrale d'isolement silencieux. Je devais avoir 8 ans. Camille, de 2 ans mon aînée, l'éternelle favorite, avait reçu une récompense pour je ne sais quoi. Un poney, je crois. Moi, j'ai eu une robe. Enfin, neuve pour moi. Elle avait déjà vécu une vie complète avec Camille, mais j'étais sincèrement ravi. Elle était rose, avec des boutons blancs, et un petit col rigide. Maman a dit qu'elle m'allait mieux qu'à Camille. Puis elle a ajouté, si tu la gardes propre, peut-être que tu auras d'autres vêtements à elle. J'ai pris cela pour un compliment. De l'extérieur, notre vie semblait impeccable. Une maison massive avec des colonnes. Une école privée avec des uniformes, comme si nous passions une audition pour la couronne. Des cours de piano. Des tuteurs de peinture. Des photos de famille devant Versailles. Sur chaque photo, je me tiens légèrement sur le côté, serrant mon sac à main, avec ce sourire poli, ce sourire du genre, je suis si heureuse d'être là. Camille au centre, maman et papa rayonnant vers elle. Camille faisait de l'équitation. Elle avait sa propre chambre, avec un plafond projecteur et des rideaux bleu pâle, que toute la famille avait choisi ensemble. Moi, j'avais la chambre à côté de la buanderie. Ça sentait l'adoucissant, et ça vibrait à cause des machines à laver. Pour l'anniversaire de Camille, c'était une fête sur un yacht, de la musique live, des feux d'artifice. Pour le mien? Tu as 10 ans, Jade. Ne sois pas ridicule, disait maman quand je demandais un clown. Et puis, il y avait le classique, pourquoi gaspiller de l'argent? Elle disait souvent ça. Pourquoi gaspiller de l'argent? C'était sa phrase préférée, pour me dire non. Finalement, j'ai arrêté de demander. Pour être juste, mon école était quand même bonne, privée, décente, juste nettement moins chère que celle de Camille. Ils l'ont envoyée dans un internat du Connecticut, avec des enfants de sénateurs. Moi, je suis allé à l'école préparatoire locale. Tu es à la maison, de toute façon. C'est plus facile. Pour l'université, j'ai choisi moi-même. Des bourses abordables. Un emploi à temps partiel. Le kit complet de l'étudiante autodidacte.
Maman appelait ça « être indépendante ». Tu es une fille tellement intelligente, disait-elle. C'est drôle comme les compliments peuvent ressembler à des coupes budgétaires. Camille passait chaque été en Europe. Je la suivais via Instagram. Une fois, elle a ramené des boucles d'oreilles en or de Paris. Moi, j'ai eu un carnet avec la tour Eiffel dessus. Tu adores écrire, m'a dit maman avec un sourire. Je l'ai remerciée, puis je me suis enfermé dans la salle de bain pour pleurer. Je ne savais même pas pourquoi. Je me sentais juste comme une version générique, une contrefaçon de l'iPhone familial. Fonctionnel, mais avec des bugs. Il parlait français à la maison. Pas tout le temps, juste quand il ne voulait pas que je comprenne. Camille avait des leçons avec des tuteurs natifs, des camps linguistiques, des voyages en immersion. Pour moi, tu n'es pas vraiment faite pour les langues, ma chérie. Et tu n'en auras pas besoin, de toute façon. Ne pas comprendre sa propre famille est une forme de solitude. Mais les voir changer de langue, au moment même où vous entrez dans la pièce, c'est un tout autre niveau. C'est comme être un meuble. Je me souviens de petits déjeuners, où mon père citait des poètes à Camille, pendant que ma mère corrigeait son accent. Je restais assise là, avec mon yaourt, faisant semblant de ne pas entendre leur monde. Un monde où je n'ai jamais été invité. Une fois par an, peut-être deux, des visiteurs français très polis arrivaient. Élégants, bien habillés, avec des porte-documents et des sourires aimables. Ces jours-là, on me coiffait, on m'habillait, on m'offrait quelque chose de doux, une peluche, une nouvelle paire de chaussures. Maman m'appelait, son rayon de soleil, devant eux. Il me demandait de dire « merci » avec un accent français. Une femme a un jour demandé si j'apprenais le français. Maman a ri, comme si c'était adorable, on essaie, mais elle a plutôt un cerveau porté sur les maths. J'étais assise juste là, souriante, hochant la tête, sans rien comprendre. À l'époque, je pensais qu'ils étaient peut-être de la famille. Aujourd'hui, je réalise que c'était probablement des travailleurs sociaux, des contrôleurs, des personnes chargées de vérifier que j'allais bien, et que j'étais bien traité. Certaines expressions françaises me sont restées, bien avant que je sache ce qu'elles signifiaient. Toujours en retard, soupirait maman chaque fois que j'avais même une minute de retard. Pas comme elle, disait-elle avec un regard vers Camille. Camille aimait l'encéder, c'est bizarre, ou, elle est étrange, avec ce ton suffisant, comme si je n'étais qu'une colocataire bizarre, et non sa sœur. Je ne comprenais pas les mots, mais je comprenais le ton, les roulements d'yeux, les regards méprisants. Au début, ça faisait mal. Plus tard, c'est devenu un bruit de fond. Mais vers 14 ans, quelque chose a changé. J'ai décidé que je voulais savoir. Pas pour l'école, pas pour m'amuser, juste pour les comprendre. J'ai commencé doucement, des films, des livres, des applications gratuites, des cours en ligne, de manière discrète et irrégulière. Je n'essayais pas de devenir bilingue. Je voulais juste résoudre le puzzle qu'était ma famille. Mais ils ne parlaient pas le français des manuels. C'était rapide, familier, parisien. Même après des années, je saisissais à peine le flux de la conversation. Mais parfois, j'en entendais juste assez. J'entendais mon nom. Je saisissais une phrase. Je comprenais juste assez pour savoir qu'il parlait de moi. Et ce n'était jamais gentil. À 17 ans, j'ai eu une appendicite. Rien de mortel, mais assez urgent pour une opération d'urgence. J'étais sous perfusion, à peine consciente, quand maman m'a tendu un papier en disant « C'est juste au cas où ils auraient besoin que je prenne des décisions pendant que tu es endormi. » C'est tout à fait standard. Signe ici. J'ai signé, je ne l'ai pas lu. Je me suis dit que ce n'était rien. Ce n'était pas rien. Parfois, je pense que toute ma vie a été faite de, presque de l'amour, presque un sentiment d'appartenance, presque la vérité. Il ne me battait pas. Il ne hurlait pas. Il ne m'enfermait pas dans un placard. Je n'étais pas Cendrillon. J'avais des vêtements, de la nourriture, le Wi-Fi. Mais quelque chose se serrait toujours en moi, chaque fois que je voyais avec quelle aisance maman serrait Camille dans ses bras. Comment elle riait à ses blagues. Comment elle lui caressait les cheveux, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Elle n'a jamais touché les miens. Pas une seule fois. Mon père, lui, était comme un meuble. Grand, froid, toujours renfrogné. Il ne criait pas.
Pas parce qu'il était gentil, il n'était simplement pas impliqué. Il travaillait tard, partait tôt. Maman l'appelait « fiable ». Moi, je l'appelais « absent ». Il félicitait Camille, et me disait de me tenir droite. À 18 ans, j'ai su que quelque chose clochait. Surtout quand ma grande surprise d'anniversaire fut un gâteau. Un seul gâteau. Camille avait eu une voiture avec un ruban. « Tu ne conduis pas ?» m'a dit maman avec ce sourire compatissant. Pourquoi en aurais-tu besoin? Nous pensions que notre amour suffisait. Le jour même, j'ai repéré un reçu d'une bijouterie. Le nom de maman était dessus. Plus de 5000 $. Un cadeau pour Camille. La même Camille qui s'est éclipsée à une fête une heure plus tard, me laissant avec un « Tu es une adulte maintenant. Il est temps d'arrêter d'être dramatique. » Je n'étais pas dramatique. Je prenais des notes, littéralement, sur mon téléphone, dans ma tête. Qui avait dit quoi, qui avait fait quoi, et combien cela coûtait. Il vivait largement, mais pas avec moi. Des places à l'opéra? Pour maman et Camille seulement. Vacances en Toscane? Tu détestes la chaleur. Week-end spa de luxe à la montagne? Tu vas attraper froid, ma chérie. Parfois, je pensais que je n'étais tout simplement pas à ma place. Trop calme, ou trop bruyante, trop bizarre, trop quelque chose. Peut-être que je n'étais vraiment pas assez. Peut-être que je ne méritais pas d'être aimé. Alors j'ai fait plus d'efforts. Je leur ai écrit des lettres depuis le camp d'été. J'ai fabriqué des cadeaux à la main. Je restais assise tranquillement au dîner, pendant qu'ils parlaient de choses que je n'étais pas invité à comprendre. Tout ce que je voulais, c'était avoir l'impression de faire partie d'un tout. Mais ils parlaient une langue que je n'avais pas le droit d'apprendre. Car j'ai fini par réaliser que la vérité n'aime pas la traduction. Ils ne voulaient pas que je sache, alors j'ai appris leur langue, pour comprendre pourquoi je me sentais toujours comme une invitée dans ma propre vie. Et j'ai fini par en apprendre bien plus que je ne l'aurais imaginé. La vérité ne s'abat pas toujours sur votre vie comme un orage. Parfois, elle se glisse silencieusement, comme un chat, et plante ses griffes au moment où vous vous y attendez le moins. Je n'ai jamais eu l'intention de devenir une sorte de détective amateur, mais à un moment donné, on réalise que si quelque chose ne va pas depuis toujours, il y a de fortes chances que ce soit effectivement le cas. Je ne pouvais rien prouver. Pas avant qu'un homme n'arrive, et ne m'aide à assembler les pièces du puzzle. Son nom était Terry Lambert. Je me souviens très bien de ce jour-là. J'étais dans un café à San Francisco, penché sur mon ordinateur. J'étais resté en ville pour les vacances, trop fatigué pour rentrer à la maison. Il est entré, avec l'air d'avoir fait fausse route alors qu'il allait donner un cours à la Sorbonne. Blazer en tweed, cheveux argentés, chaque geste précis, et pas une seule fausse note dans sa voix. « Mademoiselle Jade », a-t-il dit, avec un accent français à couper le beurre. « Je m'appelle Terry Lambert. Je suis l'avocat de votre père biologique. » J'ai failli lâcher mon café. Il a fait glisser une enveloppe sur la table. À l'intérieur, une copie d'un testament, une photo, une lettre, tout ce qu'il fallait pour défaire complètement l'idée que je me faisais de moi-même. Votre père, Patrick Montréal, est mort dans un accident de voiture avec votre mère, Héloïse. Vous n'étiez qu'un bébé, à peine 1 an. Une route de montagne, une défaillance des freins. Instantanée. Il s'est arrêté, m'a laissé un peu d'espace, puis a lâché la suite aussi doucement qu'il le pouvait. Votre mère était la sœur de Paul Duval. L'homme que vous avez grandi en appelant votre père. Je n'ai rien dit, parce que, honnêtement, qu'est-ce qu'on dit à ça? Super, donc les gens qui m'ont élevé ne sont même pas mes parents. Terry a continué, votre père vous a tout laissé. Une villa en France, des investissements, ses parts dans une entreprise. Au moment de la création du fonds fiduciaire, les actifs étaient évalués à environ 20 millions d'euros. J'ai cligné des yeux. Je vous demande pardon, quoi? Il a hoché la tête, comme si nous étions un mardi ordinaire, et qu'il commandait une soupe. Jusqu'à votre 18e anniversaire, vos tuteurs légaux étaient Paul et Claire Duval. Ils étaient autorisés à gérer les fonds, mais pas à les dépenser pour eux-mêmes. Uniquement pour votre éducation, votre logement, votre santé. Toutes les dépenses devaient être approuvées par un observateur extérieur. Laissez-moi deviner, vous? Oui, j'ai été nommé pour assurer la surveillance.
Et pendant un temps, ils ont suivi les règles, soumis des rapports. Mais vers votre 15e anniversaire, la communication a cessé. Je pense qu'ils ont convaincu le tribunal que tout était stable, et ont discrètement disparu des radars. Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt? Votre père a insisté pour que, jusqu'à vos 18 ans, tout contact se fasse par les voies officielles. Il craignait que quelqu'un essaie de vous exploiter. Mais j'ai engagé des enquêteurs. J'ai essayé de vous joindre. Il m'a regardé attentivement. Selon la loi, je devais vous contacter directement une fois que vous auriez atteint 18 ans. Il m'a fallu plus d'1 an pour vous retrouver. Pourquoi si longtemps? Je respirais à peine. Le monde que je connaissais commençait à ressembler à un décor en carton-pâte. Il a soupiré. J'ai envoyé des lettres à plusieurs reprises à l'adresse où vous viviez avec les Duval. Par le tribunal, même par votre école. Pas de réponse, aucune. Puis j'ai appelé. À chaque fois, on me disait que vous étiez occupé, ou en voyage, ou que vous n'étiez plus là. Finalement, j'ai réalisé qu'il faisait barrage. J'ai posé ma tasse lentement. Vous pensez qu'ils ont intercepté le courrier? Je ne le pense pas. Je le sais. Cela arrive quand il y a autant d'argent sur la table. Soudain, je me suis souvenu de mon père, m'arrachant une lettre des mains à l'école, en marmonnant, pas important. Et de maman refusant catégoriquement de me montrer le moindre document familial, même quand j'en avais besoin pour demander une bourse. Ils utilisaient mon argent, n'est-ce pas? Terry n'a pas répondu tout de suite. À la place, il a fouillé dans sa sacoche et a sorti un autre dossier. Nous avons commencé l'audit. Même à ce stade précoce, nous pouvons voir un détournement de fonds significatif. Véhicules de luxe, voyages internationaux, les études de Camille en Europe, soins de santé privés, vêtements de marque, bijoux. Tout a été payé par votre fonds, et vous n'en aviez aucune idée. De plus, après votre 18e anniversaire, ils ont continué à accéder au compte en utilisant une procuration. J'ai hoché la tête. Cette procuration. J'avais été malade, sous perfusion, quand maman m'avait tendu le formulaire en disant « C'est juste au cas où la banque aurait besoin de quelque chose pendant que tu te remets ». Je l'avais cru. Je la croyais toujours. Si vous avez déjà remis à quelqu'un une bombe déguisée en cadeau, vous comprendrez. Le dossier que j'ai déposé devant Claire, Paul et Camille n'a pas explosé immédiatement. Il a détonné 6 heures plus tard, vers l'aube. Je dormais depuis peut-être 2h30, quand mon téléphone a commencé à sonner comme si on lui devait des excuses personnelles. D'abord, un message vocal de Camille, « Tu as complètement perdu la tête. » C'était quoi ce cirque? Tu nous as humiliés devant tout le monde. Est-ce que tu réalises seulement de quoi ça avait l'air? Je n'ai pas répondu. J'ai juste supprimé le message. Ensuite est arrivé Claire. 13 appels en 2 heures. Des messages vocaux, des SMS, la photo d'un dessin au crayon que j'avais fait à 5 ans, avec, pour maman, griffonné dans un coin. Un message vocal commençait par « Jade, ma chérie, nous t'avons toujours aimé. Tout ce que nous avons fait, c'était pour toi. Cet avocat, il t'a monté contre nous. » J'en étais à la moitié quand elle a dit « Nous avons été la meilleure famille que tu aurais pu avoir. » J'ai failli jeter le téléphone. À la place, je l'ai mis en sourdine. Paul n'a pas appelé. Il a envoyé un SMS, « Nous pouvons arranger ça. Appelle-moi. » Je ne l'ai pas fait. Mais mon avocat, lui, a envoyé des notifications officielles à leur domicile. Compte gelé. Lancement de l'audit. Procuration révoquée. Plainte pour fraude déposée. J'ai vu les copies, des enveloppes élégantes, de l'acier juridique dans chaque ligne. Le genre de paperasse qui fait que les mères parfaitement apprêtées ont soudain l'air dégonflé. Le lendemain, la banque les a appelés. Puis le fonds fiduciaire. Puis les membres du conseil d'administration qui avaient l'habitude de siroter du champagne avec Claire et Paul, en faisant semblant de ne pas remarquer leur train de vie. Tout le monde disait la même chose, c'est Jade Montréal qui a le contrôle désormais. Ce fut le début de l'effondrement. J'ai commencé à recevoir des appels de personnes dont je me souvenais à peine, famille, amis, cousins éloignés, même mon ancien professeur d'anglais qui avait oublié mon nom sur mon bulletin scolaire. Tous sur le même ton, tu es une fille tellement intelligente, Jade. Mais est-ce vraiment ainsi que l'on gère les affaires de famille?
Puis est venue la tournée de la culpabilité. Des fleurs devant ma porte. Des mots disant « Tu seras toujours notre fille. Nous t'aimons quoi qu'il arrive. » Un après-midi, Camille elle-même s'est présentée sur mon palier, les yeux larmoyants, tenant une boîte de macarons comme si nous venions de nous disputer pour des décorations d'anniversaire. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai monté la musique, et j'ai glissé une copie de l'avis du tribunal sous la porte. Terry a insisté pour que j'aie une sécurité. Il disait que les gens comme eux, quand ils commencent à perdre le contrôle, peuvent devenir imprévisibles. Je ne l'ai pas cru, jusqu'à ce que je voie les images de surveillance de Claire, essayant de se faufiler dans l'immeuble par l'entrée de service. Cette nuit-là, les flics ont installé des caméras. Le lendemain, la campagne de dénigrement a commencé. J'étais ingrate. J'avais ruiné la famille. J'étais juste amère, jalouse, instable. Ils étaient furieux, parce que j'avais cessé d'être leur petit investissement obéissant. Et puis l'audit est arrivé, et c'est là que je me suis vraiment mise en colère. Au fil des années, ils avaient détourné plus de 5 millions de mon fonds fiduciaire, discrètement, en les déguisant en dépenses imprévues. Ils avaient transféré la propriété de la villa, ma villa, à une société écran, et commençaient à la louer. L'argent ? Des comptes offshore, en Suisse. Ils avaient contracté des emprunts en utilisant le fonds comme garantie. Ils avaient payé des soins médicaux, dont aucun n'était pour moi. Ils avaient acheté des bijoux, de l'art, de la haute couture, tout. Tout était caché, enfoui sous de fausses factures, des signatures falsifiées, et des lignes budgétaires, pour le bénéfice de Jade. Si vous n'aviez pas commencé à creuser, a dit Terry, rien de tout cela ne serait apparu. Avec une gestion correcte, votre fonds aurait dû doubler. Il est à 14 millions actuellement. Il devrait être à 30. Il n'avait pas seulement volé. Il l'avait étranglé. Chaque dollar qu'il ne prenait pas, il l'empêchait de fructifier. C'est pour cela que nous les avons traînés en justice. Claire a tenté de pleurer lors de l'audience. Elle sanglotait, je voulais seulement que Jade vive bien. Tout ce que j'ai fait, c'était par amour. Paul était plus calme. Bien trop calme. Comme quelqu'un qui connaissait déjà la fin, mais qui espérait un miracle en appel. Le tribunal n'y a pas cru. Malgré leur âge, le jugement a été clair. Paul a été condamné à 2 ans de probation, et a reçu l'ordre de rembourser 2,5 millions d'euros. Le montant que nous pouvions tracer directement jusqu'à lui, voiture, vacances de luxe, éducation de Camille, facture médicale, bijoux. Le reste a été dispersé par des canaux louches, enterré dans une comptabilité truquée, blanchi par des cadeaux, évaporé dans les taxes. Le tribunal civil suit toujours cette piste. Le préjudice total dépasse les 6 millions. Leurs comptes sont gelés. La maison fait l'objet d'une saisie partielle. Claire a écopé d'1 an de probation et d'une lourde amende. Elle a été reconnue coupable de fraude, de coercition et d'abus de procuration. C'est la mère, a argumenté son avocat. Le juge n'a pas scié. Exactement, a-t-il dit. Ce qui rend la chose encore pire. Mais peut-être que la vraie punition n'est pas venue du tribunal. Elle est venue de leur monde. Le cercle intime de Claire, ces femmes qu'il adulait autrefois pour sa porcelaine vintage et son risotto au safran, ont tout simplement arrêté d'appeler. Son studio de yoga a suspendu son abonnement. Paul a été ignoré par son club de golf. Camille a nettoyé ses réseaux sociaux, plus de noms de famille, plus de photos taguées. Il s'avère que l'anonymat n'est pas réservé aux lanceurs d'alerte. Au début, elle a essayé de retourner la situation, a donné une interview où elle disait « J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas avec Jade. Mes parents ont fait de leur mieux avec une enfant si difficile. » Personne n'y a cru. Elle a perdu son accès au fonds. Ses contrats ont été annulés. Aux dernières nouvelles, elle loue un studio en ville. Pas de styliste, pas de chauffeur, un travail, un vrai travail. Je dirais bien que je me sens désolé pour elle, mais ce n'est pas le cas. Il ne s'agissait pas de vengeance. Ce n'était même pas une question d'argent. Il s'agissait d'entendre enfin le silence dans ma propre poitrine, et de savoir que j'en étais l'auteur. Ensuite, je suis allé en France. Ce n'était pas une fuite. C'était un retour vers moi-même, là où tout avait commencé. J'ai trouvé la maison de la vidéo, la maison de mes parents.
Elle se trouvait à l'orée d'un village tranquille, entouré de vignobles, et d'un air qui me semblait plus ancien que tout ce que j'avais respiré. M'attendant là, il y avait un colis que Terry avait laissé chez un notaire local, des photos, des lettres. Une enveloppe venait d'une femme aux yeux doux. Ma mère, Héloïse. Dans la lettre, juste quelques lignes, tu viens de naître. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Tu es si petite. Mais tu es mon petit miracle. Je te regarde et mon cœur fond. Sois heureuse, notre douce petite fille. Et puis, la photo. Elle me tient dans ses bras. Il est à côté d'elle, souriant. Je n'étais pas un accident. Je n'étais pas un fardeau. J'étais à eux. Quand les voisins ont appris qui j'étais, certains ont pleuré. Une femme nommée Marianne m'a invité chez elle. Héloïse était un rayon de soleil, m'a-t-elle dit. Elle chantait le matin, même quand il pleuvait. Elle rêvait d'une fille, de toi. Elle t'écrivait des lettres dans des carnets. Ils existaient toujours. Les pages étaient jaunies par le temps, remplies d'une écriture soignée. Ma douce petite fille, si tu lis ceci un jour. Je les ai lus assises dans le même jardin où mon père avait filmé la vidéo. Et chaque fois que je pleurais, ce n'était pas de chagrin, mais de reconnaissance. J'ai rencontré l'un des anciens associés de mon père. Il m'a montré des photos. Mes parents riant, s'embrassant, me tenant dans leurs bras. Ils étaient heureux. Je viens de l'amour. Je ne suis pas une orpheline. Je ne suis pas une étrangère. Je suis la fille de Patrick et d'Héloïse. Je suis l'héritière de la lumière, pas des mensonges. Je suis revenue un mois plus tard. Différente. Maintenant, je vis dans un appartement avec des fenêtres qui donnent sur le parc, des étagères pleines de livres, et un nouveau numéro de téléphone. Tout ce qui précède est dans un dossier marqué « Ne pas rouvrir ». Parfois, je rêve encore d'eux. Pas de mes vrais parents, mais des gens qui ont essayé de jouer ce rôle. Je me réveille en souriant, parce qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Et les jours difficiles, quand je ressens cette vieille douleur familière, j'écris des lettres à la petite fille qui se tenait dans le coin, et qui pensait que quelque chose n'allait pas avec elle. J'écris, tu es quelqu'un de bien. Tu es digne d'amour. Tu n'es pas un bruit de fond, dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu es un monde entier. Et un jour, tu apprendras la vérité, et cela ne fera pas mal. Cela te libérera. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Cela signifie que quelque chose dans cette histoire vous a touché. Il ne s'agit pas seulement d'un drame sur des gens riches et une trahison. Il s'agit de ce qui se passe quand les gens que vous appeliez maman et papa s'avèrent être ceux qui vous ont utilisé, et que vous apprenez non pas à les haïr, mais à choisir mieux pour vous-même. Si une partie de cela vous a semblé familier, si vous vous êtes déjà senti à l'écart, si vous avez trop essayé de gagner de l'amour, ou si vous en avez eu assez d'être la personne facile, dites-le. J'aimerais beaucoup vous entendre. Et si vous aimez l'histoire, restez dans le coin.